Bonjour François Bayrou. Bonjour. Président du Modem, maire de Pau. Vous êtes en direct de Pau dans les studios de France Bleu. Merci à vous, merci à eux aussi. On vient d'en parler à l'instant. Commençons par là, Monsieur Bayrou. C'est l'UNESCO s'émeut, le monde entier s'émeut. Bien sûr, des morts qu'il y a dans cette guerre contre Daesh depuis le début, mais de ce qui se passe en ce moment, des trésors inestimables, ce qui est un peu le cœur, j'allais presque dire, de notre civilisation dans ce musée de Mossoul qui est en train de partir à coups de massue. Oui, et ce n'est pas la première fois. Il y a comme vous vous en souvenez, il y a des événements plus anciens qui vont dans le même sens. Les Bouddhas de Damian et d'autres, des mausolées qui ont été détruits. Et c'est un autre visage de la barbarie. N'est-ce pas? La barbarie, ça porte évidemment sur la vie des femmes et des hommes, sur l'esclavage, sur la manière dont on écrase la liberté, la conscience. Et ça porte aussi sur des biens inestimables qui appartiennent à chacun d'entre nous et à chacun de ceux qui les attaquent et détruisent. Et donc cette barbarie-là, elle s'attaque aussi à l'histoire même des peuples qui sont en cause. Et je trouve que tout cela forme un ensemble qui justifie l'engagement, la volonté, la mobilisation de tous ceux qui veulent arrêter, mettre un terme si possible à une dérive qui blesse ce que nous avons de plus profond. Alors justement, Monsieur Bayrou, parce que c'est la polémique de ces 24 dernières heures qui n'est pas encore éteinte, qu'est-ce que vous pensez de ces 4 parlementaires qui ont été voir Bachar el-Assad ? Alors, c'est pas la même chose, hein, vous voyez. On est d'accord. On reste dans le même secteur. Il faut éviter simplement que nos auditeurs imaginent que c'est le même sujet. Non, ce n'est pas le même sujet. Mais le moins qu'on en puisse dire, c'est que c'est une démarche irréfléchie, irraisonnée, complètement improvisée et qui porte atteinte évidemment à toute la marge d'action qu'une diplomatie solide peut avoir. Je le dis d'autant plus que vous vous souvenez sans doute que lorsqu'il a été question de bombarder la Syrie et de bombarder Bachar el-Assad pour le chasser, je me suis opposé à cette démarche que je trouvais peu raisonnable dans la mesure où chasser les uns, c'était mettre les autres à la place et les autres, c'est les djihadistes dont nous parlions à l'instant. Et donc j'ai appelé à la prudence. Mais autant je pense que il faut une démarche construite de la part de la communauté internationale et notamment des Nations Unies pour que les choses bougent dans cette région du monde. Autant voir des initiatives complètement individuelles, sans légitimité, se présentant comme officielles alors qu'elles sont tout sauf officielles. Et puis manipulées aussi par ceux qui les reçoivent. Et personnelles. Et sans aucun doute des démarches manipulées puisqu'elles vont jouer dans la main de ceux au contraire à qui il faut imposer des changements profonds et faire entendre raison. Et vous voyez que tout cela, c'est comment dirais-je, sans plus aucun repère, et que des hommes politiques qui devraient avoir une attitude de responsabilité se livrent à ce genre de choses, franchement, c'est à pleurer. Mais vous pensez que l'Élysée peut ne pas être prévenu de ce genre d'initiative ? C'est possible ? Oui, je pense que tout est possible parce que je pense que ce sont des démarches individuelles protégées par les autorités de Bachar el-Assad, évidemment, puisqu'on va lui apporter des cartes pour son propre jeu. Et donc, ceci, c'est évidemment, ça manque absolument de sérieux. Et ça manque aussi d'esprit de responsabilité. N'est-ce pas? Vous êtes un parlementaire, à plus forte raison si vous avez des responsabilités au Parlement. Vous ne pouvez pas vous exonérer, vous n'êtes pas une personne individuelle, vous allez à l'étranger, vous y allez en réalité, vous êtes invité parce que on veut qu'il apparaisse que vous représentez quelque chose de très important dans votre pays et vous allez jouer ainsi contre
un certain nombre d'impératifs qui sont ceux de la diplomatie de la France. Non, je trouve tout ça déraisonnable et léger. Alors, juste une toute dernière chose sur le sujet, Monsieur Bayrou. Il y a quand même un certain nombre de voix qui disent que on a peut-être levé une forme de tabou. En tout cas, qu'on ne peut pas ne pas poser la question, est-ce que oui ou non on peut venir à bout de Daesh sans Bachar el-Assad? Ah, mais ceci est tout à fait une autre chose. J'ai dit à l'instant que il fallait qu'une démarche construite, concertée avec les Nations Unies fasse bouger les choses en Syrie, parce que c'est vrai que on a en face de nous l'horreur de l'horreur pour simplifier, c'est-à-dire une conduite des pratiques, une idéologie totalement barbare et totalement destructrice de tout ce que nous avons de précieux. Alors il faut regarder les rapports de force, et il faut faire en sorte que ces rapports de force soient à l'avantage de ceux qui veulent empêcher que ces gens avancent et l'emportent. Mais vous voyez bien que ceci ne se fait pas en bricolant. Or, c'est du bricolage qu'on a en face de nous, et du bricolage irresponsable. C'est des gens qui réfléchissent pas, ou je ne sais pas, qui ne voient pas les conséquences de leurs actes et qui se prennent pour des diplomates, alors que d'une certaine manière, ils sont simplement dans de puériles improvisations. François Bayrou, tout autre chose. Vous étiez donc hier au Salon de l'Agriculture. Vous y étiez en même temps que Marine Le Pen. Vous ne l'avez pas croisée. Elle a sciemment battu un record de présence. Elle est restée 9 heures. Elle l'a évidemment fait exprès puisque François Hollande était resté 8 heures. C'est un monde que vous connaissez bien, évidemment, l'agriculture. Vous comprenez cette attirance pour le Front National? Est-ce que vous la croyez réelle de la part des agriculteurs? Bon, alors j'ai dit hier, interrogé sur ce point, que pour ma part, j'ai pas l'intention de traiter cette question sous l'angle des leçons de morale. Ceux qui se drapent et qui disent mais vous n'avez pas le droit de. C'est pas du tout la manière dont je pense les choses. Je connais très bien de l'intérieur le monde agricole. Je connais les angoisses qui sont les siennes aujourd'hui, des difficultés très grandes et l'inquiétude profonde. C'est un monde qui, pour de larges parties de cet ensemble, ne se voit pas un avenir et ne se représente pas comme ce qu'ils ont été pendant des siècles, c'est-à-dire des gens qui sont reconnus pour être les amis de la nature et pour nourrir les autres. Et c'était très valorisant, naturellement. Donc aujourd'hui, ils ont cette inquiétude-là. Mais c'est un monde intelligent. Le monde de l'agriculture, c'est un monde qui passe son temps à scruter la nature pour essayer de comprendre comment on peut en améliorer les effets. Pour vous, M. Bayrou, ça les jette pas dans les bras du Front National? Ça ne les jette pas, et surtout si vous imaginez qu'il y a un seul agriculteur qui croit que sortir de l'Europe, c'est la solution au problème de l'agriculture française. Vous savez, ils ont sous les yeux les exemples. Les prix s'effondrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sanctions en Russie. Décidé par la communauté internationale. Et ils savent bien que c'est pas un pays tout seul qui peut essayer de répondre à la gravité de cette chose. Et donc, pour s'adresser à eux, il faut les estimer, ne pas les prendre pour des gens qui peuvent avaler n'importe quelle affirmation, et faire appel à ce qu'ils ont de plus profond, c'est-à-dire leur conscience et leur intelligence. Monsieur Bayrou, et notamment d'ailleurs pour lutter contre le Front National, vous appelez-vous à un grand courant du centre, en fait. On comprend pourquoi vous plaidez. Est-ce que vous avez le sentiment que justement c'est la meilleure manière de lutter contre le Front National, et pourquoi est-ce que vous seriez meilleur? Pour une raison très simple, c'est que le pays a besoin d'une politique différente, d'une alternative, d'un changement profond, parce que les cadres de nos institutions et de nos partis politiques sont usés, et que vous n'avez, pour bâtir cette alternative, le choix qu'entre l'extrémisme et ceux qui, au contraire, avec un sentiment profond et qui dure depuis longtemps, une thèse défendue depuis longtemps, ont envie de changer les choses en étant en même temps reconstructeurs et modérés, c'est-à-dire pas du tout jeter le pays dans des aventures, des sociétés dans lesquelles on se laisse aller à n'importe quel risque et à n'importe quelle affirmation. Et est-ce qu'on y va? Est-ce que, au regard de ce qui s'est passé notamment ces dernières semaines, particulièrement dans le Doubs, est-ce qu'on y va vers ce grand courant du centre? Est-ce qu'on s'en éloigne? Pour l'instant, ça n'est pas évident, parce que c'est un combat.
c'est une chose que nous avons à bâtir. C'est quelque chose qui est devant nous comme un but à atteindre, et c'est tout sauf évident puisque nous sommes le seul pays d'Europe continentale en tout cas, le seul pays à vivre avec des règles qui sont faites pour empêcher que cette alternative parler de la proportionnelle positive, entre autres, la règle électorale est absurde. Regardez combien de Français sont exclus de la représentation. Et de quel droit? Qu'est-ce qui fait que le Parti socialiste ou l'UMP doivent avoir la totalité de la représentation alors que l'extrême droite et le centre et l'extrême gauche en sont pour ainsi dire exclus? Qu'est-ce qui justifie ça? Quelle est la légitimité de ceux qui ont décidé cela? C'est la 5e République telle qu'on l'a bâtie pour éviter les travers de la 4e. Alors peut-être que les choses ont changé depuis. Fabienne Synthèse, ça n'a rien à voir. La 5e République, c'est tout à fait autre chose. C'est la solidité de l'exécutif. Mais personne n'a jamais écrit à l'origine de la 5e République qu'il fallait que la moitié des Français soient exclus de la représentation. Ça s'est fait plus tard, un peu par accident. Et pour ma part, en tout cas, je ne crois pas que ça soit du tout constitutif de la 5e République. Scrutin proportionnel. En tout cas, on a compris ce que vous nous disiez, François Bayrou. Pardon de vous interrompre. Voici Guy Birenbaum. Et l'autre info part de Bourges. Ouais, le Berry.fr se préoccupe d'un débat de fond qui va intéresser Monsieur Bayrou et qui dépasse le cas du Berry. On sait à quel point le débat sur l'ouverture des magasins le dimanche a agité les esprits politiques et notamment avec le vote de la loi Macron. Mais il y a aussi des citoyens qui ont d'autres projets que de se planter des clous dans les doigts 12 dimanches par an. Je parle pour moi. Et allez-y, donc de quoi s'agit-il? Eh bien d'une mobilisation de ceux qui veulent, comme le propose d'ailleurs un amendement d'Aurélie Filippetti à la loi Macron, que les villes qui discutent de l'ouverture dominicale des magasins débattent aussi de la question de l'ouverture des bibliothèques, et pas que le dimanche d'ailleurs, certains soirs de semaine aussi, parce que les horaires de nos bibliothèques ne sont pas raccords avec l'emploi du temps de ceux qui ont la chance d'avoir un boulot. Alors, les exemples cités à Bourges montrent bien que des utilisateurs de bibliothèques voudraient bien qu'elles ferment plus tard. On en entend même certains évoquer la bibliothèque comme lieu de vie, de partage familial. Forte de ces demandes, la directrice des bibliothèques de Bourges songe à élargir les heures d'ouverture le lundi, jour de fermeture de la médiathèque. Mais comme d'habitude, et Monsieur Bayrou le sait, en France, la décision reviendra aux politiques pour le meilleur et pour le pire, même si l'hypothèse de l'ouverture du dimanche séduit pas mal d'usagers. Alors, il y a une pétition, justement, oui, qui défend l'élargissement de l'ouverture des bibliothèques. C'est Bibliothèques sans frontières qui, depuis quelque temps, a lancé un appel. Ouvrons plus les bibliothèques pour qu'elles soient accessibles le soir, le week-end et pendant les vacances, de façon à ne plus pénaliser que ceux qui devraient en être les bénéficiaires. Alors, on n'arrête pas de nous casser les oreilles avec le fameux esprit du 11 janvier. Voilà enfin du concret. Plutôt que des grands-messes un peu ostentatoires qui tiennent plus de l'émotion spontanée peut-être et du réflexe que de la réflexion, ouvrons à tous et d'urgence de vrais lieux de connaissance, de culture, de savoir. Einstein disait la seule chose que vous ayez absolument besoin de savoir, c'est l'emplacement d'une bibliothèque. Je crois qu'il savait de quoi il parlait. En ces temps de confusion, de négation, de complotisme, d'intolérance, de violence, de folie, de barbarie, vous le disiez, Monsieur Bayrou, quel meilleur espace que nos bibliothèques pour éclairer, encadrer, conseiller, rattraper tous ceux qui sont paumés. On en viendrait presque à se demander, Monsieur Bayrou, pourquoi vous qui fûtes ministre de l'Éducation pendant 4 ans sous 2 présidents, vous n'avez pas agi en ce sens avant. C'était d'ailleurs dans vos propositions en 2012. Et c'était dans mes propositions en 2012 et dans mes réalisations à Pau depuis la dernière élection. En effet, une des premières décisions que nous avons prises, c'est d'augmenter de 30%, d'élargir de 30% les horaires d'ouverture de la médiathèque, des bibliothèques à Pau. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous l'avons fait sans dépenser 1 euro de plus, uniquement par la réorganisation des équipes. Et donc, en effet, moi je trouve que c'est de la civilisation. Voilà, on de la vraie. De barbarie. Ça, c'est de la civilisation, de la vraie, que les bibliothèques soient ouvertes et qu'on puisse y accéder à un